Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Dracarion et on va parler d'un deuxième starter qui sera disponible à la sortie du jeu lorsque la sortie boutique sera effective ou lorsque vous allez recevoir votre KS. Comme la précédente vidéo, je suis avec Strogat qui va se faire le plaisir de commenter, d'alimenter mes propos et surtout d'avoir le côté pointu sur les cartes comme il a fait sur le premier starter. Et d'ailleurs, mon cher Strogat, bonjour à toi et bien sûr, Bonjour. quel starter va-t-on voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir le starter blanc, le starter de Tiraslin. Donc, c'est un starter basé autour sur un principe de chevalier, de gros personnages sur lesquels on va mettre des équipements et qui viennent tataner et tenir les murs. C'est un starter qui est assez défensif, avec toujours un peu des réponses, mais des équipements surprises. On va monter un personnage en puissance et après on va l'envoyer au combat. OK. Alors on va faire exactement la même, démarche, la même présentation qu'on avait fait pour le starter Lockmar de la précédente vidéo Dracarion. Donc on va commencer par expliquer, la cité, le drapeau et ensuite on apprendra les manœuvres et enfin les unités. Allez, je te propose donc de commencer par la cité qui est, Donc, dans le starter. là, on est sur une cité, la cité s'appelle Tiraslin, donc ça représente dans le lore la cité des humains, la cité fortifiée avec plusieurs remparts. La cité de Tiraslin, elle a un effet particulier, elle vous permet de défausser une carte de votre main pour donner un bouclier à un de vos personnages de type cercle extérieur. Donc c'est un type particulier de personnage. Le deck est principalement composé de justement de personnages de type cercle extérieur. Ça vous permet en défaussant de donner un de bouclier, donc d'éviter qu'un de vos personnages soit détruit, mais au coût d'une carte de votre main. Cette cité est assez pertinente, elle est assez puissante dans ce genre de deck. Par contre, attention, parce que du coup, plus vous l'utilisez, plus vous allez défausser des cartes, sachant que vous piochez entre 2 et 3 cartes maximum par tour, ça peut aller vite. Exactement. Ensuite, elle vous donne, alors attends, les 4 en initiative, c'est ça? Si je dis pas de Non, bêtises? en fait, la cité vous impose d'avoir 4 manœuvres de type tactique et 4 D'accord, manœuvres de type ravitaillement. Et c'est ça que j'avais actuellement, toutes oublié. les cités sont sous ce format-là. D'accord. Autant pour moi, j'ai dit une bêtise, donc vous m'entraînerez par rigueur, bien sûr. Je n'ai rien dit. On passe ensuite au drapeau, À la bannière, à oui, la donc là, on est bannière. sur la bannière des exilés. Donc cette bannière a une initiative de 14, ce qui est pas mal également, hein. On se rappelle que c'était Lockmar, 18 c'était pour du 18. Lockmar, donc c'est pas mal. Par contre, c'est pas le plus haut du panier, mais ça permet quand même d'attaquer relativement vite et d'être souvent le premier joueur. Cette bannière vous permet d'avoir non pas 3 mais 4 personnages directement en jeu sur le plateau. Donc 3 personnages ici qui sont de type sec extérieur. Vous avez un attaquant, un défenseur et quelqu'un qui est un support, on va dire. Et en ligne arrière, ça vous donne un petit personnage qui coûte que 1, qui n'a l'air de rien, qui s'appelle des sapeurs. Mais ces sapeurs ont une capacité, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, très intéressante et très puissante contre tout type d'adversaire. Et on rappelle aussi que donc ces 4 unités, vous les mettez comme vous voulez au départ, mais effectivement, de ce que tu as mis, ça semble être le entre guillemets, «le choix le plus raisonnable», on va dire. Actuellement, pour l'instant, on le joue comme ça, après avoir justement les surprises et les habitudes des joueurs. OK, ensuite on va commencer donc les manœuvres avec, puiser dans les réserves, pardon. Puiser dans les réserves. Donc oui, cette manœuvre, c'est une manœuvre de type ravitaillement qui rapporte 7 d'or et qui permet de piocher 2 cartes, donc 7 d'or c'est pas mal. Elle a une capacité particulière lorsqu'elle est jouée. Mettez un attachement cercle extérieur de votre défausse dans votre main pour gagner un d'or. Donc cette carte-là, on ne va pas la jouer au tout début, mais elle vous permet de récupérer un attachement, un équipement de votre défausse, de le mettre dans votre main, et en plus vous allez gagner un d'or. Donc vous allez passer à 8 d'or quand vous faites ça. Elle est intéressante en milieu de partie ou en fin de partie pour justement reprendre des cartes en main que vous avez éventuellement défaussées avec votre cité, justement. Voilà et donc avec cette manœuvre, vous gagnez 7 d'or, 2 cartes, donc c'est du classique. On enchaîne avec seul et sans rempart. Donc seul et sans rempart, c'est une manœuvre de type tactique cette fois-ci, qui rapporte 6 d'or et qui fait piocher 3 cartes, donc peu d'or mais pas mal de cartes. Mais elle est spécifique à Tiraslane et elle est très puissante. Lorsque vous la jouez, si un adversaire a au moins 2 personnages, il choisit un personnage et il va le défausser, et vous aussi. Donc il faut qu'un adversaire ait 2 personnages, et chacun vous allez sacrifier un personnage. Donc selon l'état du jeu, si l'adversaire a pas beaucoup de personnages ou des personnages relativement chers, ben vous pouvez par exemple sacrifier votre petit sapeur qui coûte 1, il part à la poubelle, mais l'adversaire va devoir sacrifier un gros monstre. Et Jouer au bon moment, ça retourne une partie, c'est très intéressant. et c'est un C'est un eff petit peu dans le même style que l'assassinat.
Et en complément, je vous dirais que c'est une capacité que vous pouvez utiliser aussi bien pour, dans une optique d'attaque et aussi bien dans ou une optique défensive si vous êtes en mauvaise posture. Voilà, et complément également sur, tes propos, je précise quelque chose qu'on n'avait pas dit dans la précédente vidéo, c'est que pour voir qu'une manœuvre appartient à telle ou telle faction, vous avez le symbole à gauche du nom. Vous avez le symbole de la faction qui est indiqué. Tout à fait. On enchaîne avec les fleurs mortes. Les fleurs mortes, une autre tactique spécifique Tiraslin, un autre ravitaillement pardon, spécifique Tiraslin qui rapporte 7 d'or et qui fait piocher 2 cartes. Cette carte rentre totalement en synergie avec le starter. Lorsqu'elle est jouée, vous allez payer 2 d'or pour aller chercher un personnage de type exilé ayant un coût en or de 3 ou moins dans votre deck et le mettre en jeu. Ça vous permet d'être joué de manière défensive au moment où vous n'avez plus beaucoup de personnages. Vous allez chercher un exilé, vous le posez et ça vous permet de vous défendre. Ou alors d'enfoncer un peu le clou en allant chercher des personnages puissants, comme par exemple celui-ci, la Phalange de Survivants, qui est un personnage qui tape très fort, ou les Pavois à l'Anien, par exemple, pour vous défendre. Donc c'est très adaptable, ça rentre totalement en synergie avec le deck. Tout à fait, et donc, comme tu disais, 7 d'or, 2 cartes. Là aussi, du classique. On enchaîne avec le sud et clos. Donc une carte qu'on a déjà vue, une carte qui permet de réduire la valeur de ravitaillement, la valeur d'or d'une manœuvre adverse. Donc ça se joue en défense ou ça plombe un peu la stratégie de l'adversaire. Ça peut être intéressant. Attention au moment où vous la jouez à ne pas vous retrouver vous-même coincé par un manque de ressources. Exactement. Ensuite, récolter des informations. Une carte très puissante et très intéressante, lorsqu'elle est jouée, même si vous êtes le second joueur, elle va totalement annuler la capacité de la manœuvre adverse. Donc jouer au bon moment, ça peut vous retourner complètement une partie. Par contre, attention, ça ne va pas forcément vous mettre mieux dans la partie, mais ça va vous permettre de mieux contrôler l'adversaire. Donc ça dépend au moment où vous en êtes dans la partie. C'est très fort. Ok. On enchaîne avec le nord et clos. On avait tout à l'heure Nord le est clos, sud, là donc, on passe au nord. le nord est clos, donc là on voit la glace au nord. Euh, Manœuvre très souvent jouée, dans quasiment tous les decks que j'ai vus, qui permet de coller 2 dégâts à un personnage adverse. Donc ça permet d'infliger 2, de nettoyer, et surtout de démarrer une partie correctement. Par exemple, si vous jouez contre un autre adversaire qui joue également Tiraslin, vous pouvez éventuellement démarrer avec ça et coller 2 dégâts à ses sapeurs en ligne arrière pour être sûr qu'ils meurent et qu'ils ne puissent pas les protéger, par exemple. Voilà, et ça donne 6 d'or et 2 cartes. Ok, on enchaîne. Bon, on l'a vu sur Lokmar, Assaut Oui, part de sombre chemin. toujours intéressant. Ça vous permet d'infliger un dégât où vous voulez et surtout vos personnages sont implacables donc ils ne pourront pas être bloqués ce tour-ci. Vous pouvez rouler directement sur l'adversaire. Voilà, et comme je disais la dernière fois, 6 d'or, 3 cartes. Là aussi, c'est en optique aussi, on peut se refaire sa main comme ça aussi. Tout à fait. On enchaîne avec temps propice à la récolte. Alors, cette carte a fait beaucoup parler. C'est une carte de ravitaillement qui vous rapporte de base 5 d'or et une carte, ce qui est très peu. Sauf qu'elle a une capacité qui fait qu'au moment où vous la jouez, vous pouvez mettre une carte de votre main sous votre deck qui vous permet de piocher 3 et de gagner encore en plus 3 or. Donc au final, ça devient une 8-3 parce que vous allez défausser une carte, vous allez mettre une carte sous votre deck. Donc c'est une carte très très forte en manœuvre de ravitaillement. Elle va vous alimenter énormément en ressources. Par contre, attention, je vous ai parlé tout à l'heure du récolter des informations qui permet de contrer une manœuvre adverse. Si au début du tour, l'adversaire vous joue le contre, eh ben votre carte, votre manœuvre se limite à 5-1. Et là, autant dire que vous avez perdu la partie. Vous n'avez pas assez de ressources pour tenir Voilà. sur la durée. Alors ça peut être, si vous n'avez pas ce contre-là, ça peut être une très bonne carte pour démarrer, pour avoir une main correcte et avoir posé des ressources intéressantes dès le début. Oui, généralement, ça l'est chez Tiraslin qui manque rapidement de ressources, justement parce qu'il défausse les cartes, aussi pour se défendre. Ça permet d'accumuler beaucoup de ressources au début pour être sûr de bien se poser sur le jeu. Et voilà, on a vu les manœuvres et on va passer aux unités et on va commencer par l'Andragon. L'Andragon, qui est le Robb Stark de Tiraslin, Ouais, le papa à cheval. C'est un peu le boss, comme on a vu Galvan la dernière fois. Donc il a des statistiques très puissantes, 5, 4, 8. Il rapporte 3 de prestige, mais il a beaucoup de points de vie, beaucoup d'attaque, beaucoup de riposte. Par contre, attention, il coûte 6 d'or. C'est-à-dire que généralement, si vous jouez lui ce tour-ci, vous n'allez jouer que lui, ce qui coûte très cher. Donc il faut être bien sûr de maîtriser la partie et de pas juste le laisser s'enliser dans le combat. Par contre, il a plusieurs capacités. Il est intercepteur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'engager et protéger vos autres personnages. Et d'accord. lorsqu'un de vos personnages est attaqué, vous pouvez incliner votre bannière pour donner intercepteur
un autre de vos personnages exilé. Donc vous allez pouvoir intercepter avec un autre de vos personnages grâce à sa propre capacité, et ça vous permet donc de défendre et d'anticiper. OK, on enchaîne avec Godric ensuite. Alors Godric, qui est, après plusieurs tests et plusieurs parties, le personnage du deck, le personnage le plus puissant actuellement, je trouve, pour ma part, en Tiraslin. C'est une 4-3-7, donc des statistiques très fortes, Oui. pour 5 d'or, qui est bon, raisonnable sur un gros papa, hein, c'est un personnage nommé quand même. Il a plusieurs capacités. La première étant que pour chaque équipement, pour chaque attachement de type cercle extérieur que vous allez lui mettre, il va gagner en plus du bonus accordé par l'attachement, plus 1 de vie, jusqu'à un maximum de plus 3. C'est-à-dire qu'en lui mettant 3 attachements, il va déjà passer à 10 points de vie, en plus des capacités données par les attachements. Donc c'est très fort, c'est très très puissant. Et une deuxième capacité, quand il est attaqué en corps à corps, vous pouvez engager votre bannière pour détaper Godric et venir retaper l'adversaire. C'est très fort, il va pouvoir taper 2 fois si l'adversaire vous attaque au corps à corps. Généralement, l'adversaire va éviter de vous l'attaquer. Ça vous donne un petit sursis de défense. Par contre, attention, dans un deck comme celui-là, ça veut dire que vous allez devoir lui mettre beaucoup d'équipements, donc le charger. Pour peu que l'adversaire ait un ordre d'assassinat, à partir du moment où il est full vie, il lui joue un ordre d'assassinat, il est mort, ben vous avez dépensé énormément de ressources pour un personnage qui va mourir très vite. Donc il faut bien anticiper aussi cet aspect-là du jeu. Exactement. On enchaîne avec le vétéran hargneux. Alors le vétéran hargneux qui rentre également totalement bien dans la synergie du deck. Lorsqu'il est joué, vous allez chercher un événement exilé dans votre deck ou votre défausse et vous le mettez dans votre main. Donc ça vous permet de récupérer une carte en main. Très très fort dans ce genre de deck, car actuellement en événement exilé il n'y en a qu'un. C'est l'événement qu'on voit ici en bas qui s'appelle la solidarité des exilés. En bas à gauche ici. Cette solidarité, donc c'est la seule carte que vous allez pouvoir venir chercher justement avec ce personnage. Cette solidarité vous permet, lorsqu'elle est jouée, de remplacer un de vos personnages exilés par un autre de votre deck. Donc ça vous permet de faire des attaques surprises. Par exemple, si vous décidez d'attaquer un personnage adverse avec un porteur ici, avec votre porteur du dernier combat, qui n'a que 2 d'attaque. Vous attaquez avec votre porteur, vous jouez la solidarité, vous allez chercher dans votre deck et vous remplacez le porteur par exemple, une phalange qui tape beaucoup plus fort, qui tape à 4. Et là, l'adversaire va avoir la surprise de se prendre 4 dégâts au lieu de 2. Ça marche en attaque et en défense. C'est la carte et la combo principale du deck avec les exilés. OK. On enchaîne avec justement la phalange de survivants dont tu viens de parler. Donc la phalange, justement, donc un personnage très fort qui tape à 4 et qui, en plus, lorsqu'il attaque, prend moins 1 de dégâts de riposte de la part du défenseur. C'est un personnage purement offensif, très puissant, qui va se prendre les foudres de beaucoup d'adversaires, mais par contre, quand il est là, utilisez-le le plus vite possible pour justement profiter de ces 4 d'attaque. Ouais, c'est plutôt très fort, effectivement. On enchaîne avec les Pavois alaniens. Voilà, C'est ça, Alania, du coup, qui est une cité qui a été ravagée par Lokmar, mais on attaquera la partie lore une autre fois. Les Pavois, ce sont des personnages également exilés, spécialisés en défense. Donc eux, par contre, ils ont 3 de riposte, et si jamais ils se prennent une attaque à distance, on réduit l'attaque à distance de 1 de valeur d'attaque. Donc c'est très très fort en défense, l'adversaire va venir s'empaler dessus, il coûte que 3, et également vous pouvez faire un petit effet de surprise, encore une fois, avec la solidarité. C'est-à-dire que si l'adversaire décide d'attaquer votre phalange en se disant « je ne vais prendre qu'un dégât de riposte », vous jouez une solidarité, vous remplacez votre phalange par des pavois de votre deck, et l'adversaire va prendre 3 de dégâts en retour. Ça permet de faire une petite surprise, c'est toujours intéressant. OK. On continue avec le porteur d'un dernier combat. Donc le porteur, lui, c'est un personnage de support qui vous permet de déplacer vos personnages d'une ligne à l'autre lorsque vous inclinez votre bannière, ou alors de rediriger l'attaque d'un personnage qui attaque avec infiltrateur. On se rappelle que sur la vidéo précédente, Lokmar avait beaucoup d'infiltrateurs pour attaquer les lignes arrière. Lui, il permet de bloquer justement ces infiltrateurs, c'est assez puissant. Mais surtout, il permet de déplacer vos personnages. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple jouer un gros personnage, un Godric, dans votre ligne arrière, le blinder d'équipement, et au moment où il est prêt pour le combat, vous utilisez la capacité du porteur pour le ramener devant et venir ratiboiser les lignes adverses. Et C'est très fort. moi, ce que je vois aussi sur cette carte, c'est qu'il a mine de rien, il a quand même 6 points de vie, donc il faut quand même faut aller le taper quand même, hein. Oui, pour 3 d'or, c'est quand même pas mal, d'autant qu'avec Tiraslin, on peut le protéger, on peut donner des boucliers, etc. Donc c'est assez dur à tomber, tout à fait. On enchaîne avec l'éclaireur tiraslinien. Alors l'éclaireur, c'est une petite carte qui n'a l'air de rien, mais mine de rien, elle a 2 capacités intéressantes. La première, c'est qu'elle est infiltrateur, c'est-à-dire qu'elle peut taper les lignes arrière, donc ça permet de faire des petites surprises à l'adversaire. Mais surtout, tant qu'il est en ligne de front, il gagne plus 1 d'attaque à distance. Donc vous pouvez faire des attaques à l'arc, donc ne pas prendre de dégâts de riposte, et taper en plus les 2 lignes de l'adversaire.
Et ça fait toujours son petit effet, ça fait une surprise et l'adversaire a tendance généralement à le focus assez vite. Ouais, très bien. Ensuite, on passe à la forgeronne endettée. Donc la forgeronne, carte très intéressante dans ce genre de deck. Quand elle est jouée, vous allez chercher un attachement cercle extérieur et la mettre dans votre main. Donc vous allez chercher un équipement dans votre deck et vous le mettez dans votre main. Actuellement, il existe deux types d'équipements. Vous les avez ici en bas. On a le bandage temporaire et on a le rapport des éclaireurs. Je vous en parlerai juste après. Tout à fait, on verra ça après. Donc, ouais, donc c'est ouais, donc elle est très bien. En plus, elle coûte pas cher, comme tu dis. Donc, voilà, c'est une bonne petite carte sympathique. Et c'est une carte qu'on peut utiliser notamment à sacrifier pour la manœuvre de seul et sans rempart, Mm. pour enlever un gros personnage adverse, par exemple. Une fois qu'elle est arrivée, qu'elle a fait son effet, on peut la sacrifier, elle a fait son travail. Pour moi, c'est une bonne carte de soutien et d'accélérateur pour le deck Tiracine. Très important. Tout ce qui vous fait piocher l'anti-racine est très important parce que vous allez jouer beaucoup de cartes qui coûtent relativement cher. On ensuite avec le volontaire grisant. Alors, le volontaire grisant, carte très sympathique que j'ai découverte justement au début du jeu. Quand elle arrive en jeu, si vous l'avez joué depuis votre main, vous pouvez aller en chercher un autre dans votre deck et le mettre directement en jeu. C'est-à-dire que pour 3 d'or, vous avez deux personnages qui ont 2-2-3 en capacité, en statistique. C'est assez fort, ça permet de maintenir une ligne de front pour protéger vos gros personnages derrière ou quoi. C'est assez surprenant. Par contre, elle a une deuxième capacité qui dit que si vous n'en avez qu'un en jeu, il a -1 de riposte. Donc s'il est tout seul, et ben du coup il a un peu peur et il tapera moins fort l'adversaire. Moi, ce que Mais je c'est note toujours surtout, c'est que, intéressant. moi, ce que je Oui, note surtout, c'est que pour un, t'en as deux, et que mine de rien, c'est une menace en fait constante sur les unités en face. c'est ça, ça rajoute du stress à l'adversaire et de la gestion. Ah, comment je vais faire? Alors du coup, je dois reprendre ma stratégie, etc. C'est pour 3 d'or, ça permet de changer le plan d'adversaire et c'est toujours bon. Exactement. On enchaîne avec le sapeur des brouillards, justement, dont on parlait en début de vidéo. Donc le sapeur, une de mes cartes favorites sur du Tirasline. Donc il n'a l'air de rien, hein, c'est une 0-0 avec un point de vie et elle coûte 1 d'or, mais elle a des capacités. Elle a deux capacités d'action, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser quand vous voulez pendant votre phase d'action. Vous l'inclinez pour déplacer un personnage de sa ligne de soutien à sa ligne de front. Et ça marche sur n'importe quel joueur. Donc vous pouvez déplacer un personnage de l'arrière vers l'avant chez vous, mais aussi chez l'adversaire. Si l'adversaire essaye de planquer des personnages, des archers ou quoi, vous pouvez les ramener devant pour ensuite les taper. C'est très très fort et ça permet de surprendre l'adversaire. Et la deuxième capacité qui marche toujours, du coup tant qu'il est là il va être utile, vous pouvez l'engager pour coller un dégât à un personnage au front. Donc à tous les tours, tant qu'il n'est pas géré, vous êtes sûr de coller un dégât quelque part à l'adversaire. Ça permet de finir des personnages et ça permet également de rajouter du stress. Alors, on revient à Solidarité des exilés, on en a déjà parlé rapidement. Bon, bah, ça permet de surprendre l'adversaire en mettant une autre unité à la place d'une autre pour le même coup. Donc, voilà, donc Tout à fait. c'est Alors plutôt attention, quand vous jouez la solidarité, que vous remplacez votre personnage, prenez en compte que le personnage arrive dans la même position, c'est-à-dire que s'il était engagé, il reste engagé, et il garde tous ses marqueurs. Donc si un personnage avait déjà 5 compteurs de dégâts, eh ben, il gardera ses compteurs de dégâts. Prenez-le bien en compte lorsque vous faites votre manipulation. exactement. On enchaîne avec connaissance des environs. Connaissance des environs, toujours sympa, toujours utile. En combat, donc vous pouvez faire ça pour surprendre l'adversaire. Vous inclinez un de vos personnages au front pour attaquer un personnage en soutien. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un filtrateur. Vous pouvez venir taper un personnage sur la ligne arrière, c'est toujours bien. Et la deuxième capacité, surtout, c'est que ça donne un bouclier à un de vos personnages. Donc ça vous permet de protéger un personnage qui va mourir à la dernière minute en Mm. jouant ça, et vous protégez un de vos personnages comme un Godric qui va mourir ou quoi, pour forcer l'adversaire C'est à encore dépenser des ressources c'est pour ça, l'éliminer. c'est toujours utile. Après, après, il faut apprendre à l'utiliser correctement. Oui, c'est avec l'habitude qu'on voit à quel moment c'est intéressant ou pas, parce qu'il ne faut pas non plus cramer ses cartes pour rien, il faut vraiment que ce soit pertinent pour la suite. Voilà. Et je peux dire rapidement que sur Dracarion, pour avoir fait quelques parties, effectivement, la façon de jouer d'une faction par rapport à une autre n'est pas du tout la même si vous en affrontez une autre. Vous aurez effectivement, il va falloir apprendre à jouer pas de manière différente en fonction de la faction que vous avez en face et aussi bien sûr de votre faction, bien entendu, de cœur. Tout à fait. On continue avec protégé par les murs. Donc protégé par les murs, c'est un événement que vous pouvez jouer en phase de combat. Vous allez engager votre bannière pour donner +1 de riposte à un de vos défenseurs, de vos personnages, qui est de type cercle extérieur. Ça ne marche que sur les cercles extérieurs, mais vous pouvez donner +1 de riposte. Mais également, ça vous permet sinon de réduire de 2 l'attaque à distance d'un adversaire. C'est Et, très fort contre les archers, donc principalement contre ouais. Westland, les elfes, Et etc. ça veut aussi Ça dire que les permet de attaques à combler. distance vont pas faire bien mal avec ça, quoi.
À -2 d'attaque, oui, ça calme, hein. Il y en a Généralement, beaucoup qui vont même passer à la 0, hein, tourne si j'ai entre bonne 2 et mémoire, hein. 3, c'est ça, tout à fait. On enchaîne avec le bandage temporaire. Alors, une des cartes les plus intéressantes et qui fait un peu la saveur du deck, c'est un attachement, donc c'est un équipement que vous allez mettre sur vos personnages qui est déjà imprévisible. Donc vous pouvez le jouer pendant une phase de combat pour surprendre l'adversaire. Et lorsque vous le mettez sur un de vos personnages et que vous l'engagez dans la foulée, vous pouvez le faire, vous allez soigner un de vos personnages de 1 point de vie. Donc cet attachement permet d'empêcher un de vos personnages de mourir en lui redonnant un point de vie à la dernière minute. Et c'est très fort également contre Godric parce que ça va lui donner plus un point de vie grâce à sa capacité. Alors, c'est très C'est fort toujours pour intéressant. Godric, pas contre. Pour Godric. Pardon? Tu avais dit contre Godric. Non, c'est très fort pour lui. Pour Godric, pardon. C'est très fort pour Godric. Vous le mettez sur Godric, il va passer à 8 points de vie. En plus, il va soigner de 1. Ok. Je te corrige parce que sinon c'est incompréhensible. On continue. Rapport des éclaireurs pour la dernière carte. Donc, le dernier attachement du deck principal, ce rapport des éclaireurs vous donne 2 capacités. La première, c'est qu'elle vous donne implacable. Donc, on se rappelle qu'implacable, ça veut dire que votre personnage ne pourra pas être bloqué ou intercepté. Donc, vous êtes sûr de pouvoir venir taper. Et ensuite, pendant une phase de combat, vous pouvez engager cet attachement pour donner pour prendre -1 de riposte sur votre défenseur. Donc, l'adversaire vous fera un dégât en moins lorsque vous attaquez. C'est très fort, ça permet encore une fois de piper un petit peu les dés, de changer les stratégies. Et sur une phalange de survivants, par exemple, si vous mettez ça sur une phalange, quand la phalange va attaquer, elle prendra -2 de dégâts en retour. C'est toujours intéressant. Très bien. Eh bien, écoute, on a vu donc la faction Tiraslin. J'espère que ça vous a plu. Merci Strogat pour ces explications encore très claires Merci à et toi. très sympathiques sur les cartes, sur la faction, sur les manœuvres et sur les unités. Je rappelle que tu as ta propre chaîne, Les Éclaireurs, dont je mettrai le lien dans la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite des starters, mon cher Strogat. Et puis n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner à nos deux chaînes. Voilà, c'est important. Et puis bien sûr, on espère que vous mettrez tous à Dracarion avec plaisir. Merci Strogat, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.